Donc, j'ai l'immense bonheur de vous présenter Laurent Keller, professeur à l'Université de Lausanne, et qui va donc vous présenter un séminaire sur l'évolution sociale et le succès écologique. Merci Tatiana. Alors c'est un grand plaisir d'être ici. La dernière fois que j'étais au Collège de France, c'était tout par Zoom, là, c'était pas très sympathique. Puis c'est aussi un très grand plaisir de voir Tatiana, avec qui on a travaillé, qui avait fait un postdoc avec moi à Lausanne, de voir son succès, son développement magistral en fait. Et donc c'est un grand plaisir de vous présenter quelque chose sur l'évolution sociale et le succès écologique. Pour commencer, on va juste mettre un nombre, en fait, juste que ça nous donne une idée de quoi on parle. Ça vous dit quelque chose? 10 millions, c'est beaucoup plus. Hein? Billions, plus que ça encore. Et ça représente quoi, ce nombre? Hein? Le nombre de gènes, non, il n'y a pas autant de gènes. Ils disent 20 000 peut-être le nombre de gènes. Non. Ça serait... Ouais, ça se rapproche un peu, mais... Hein? De? Individus, oui. De? Presque, mais c'est un sous-groupe qui représente beaucoup. Hein? Ouais, pas loin. Ouais, c'est presque ça. C'est le nombre de fourmis, en fait. Hein? Et si on a le nombre de fourmis, on a à peu près tout ce qui nous intéresse. Le reste c'est du détail. Et donc, c'est un grand nombre. C'est difficile à voir. Mais juste pour vous donner une idée, si on prenait toutes les fourmis qu'on a sur Terre, pour les mettre les unes devant les autres, comme ça, eh bien, on peut faire 165 fois le trajet. Aller-retour. Aller-retour. Jusqu'au Soleil. C'est le Soleil. Donc, ça vous donne une idée du nombre de fourmis qu'on a sur Terre, en fait. Et en fait, ça veut dire, bon, il y en a beaucoup, donc elles ont une grande biomasse. Il y a un autre organisme sur Terre qui a un peu la même biomasse, le même poids que les fourmis. Hein? Nématode. Ouais, je sais pas, peut-être, ça va être pas mal. Sur Terre. Sur mer, il y a des choses aussi intéressantes. Ouais. Les acariens, je pense que ça fait moins. Il y en a pas mal aussi, mais ça fait moins. Non, c'est ce truc à gauche, là. C'est les humains. Et le poids des fourmis, en fait, c'est pas en poids, hein, ça, juste pour une idée, le seul organisme, ça fait 2 semaines que les humains ont rattrapé les fourmis en termes de biomasse. Les fourmis, c'est stable, les humains, ça augmente encore avant le prochain déclin. Et en fait, donc, les fourmis, on a une longue histoire. Elles jouent un rôle écologique très important parce qu'elles sont très communes, elles influencent beaucoup d'écosystèmes. On peut les retrouver dans la Bible où elles étaient employées comme exemple sur le type de comportement qu'on devrait avoir ou ne pas avoir. On les trouve aussi dans des fables, les fables de La Fontaine par exemple, où elles sont comme modèle de notre comportement à nouveau. On peut les trouver aussi dans d'autres religions, dans le Coran. Elles sont aussi employées aussi même dans des rituels, par exemple en Amérique du Sud, où on va prendre des fourmis qui sont grosses, qui piquent et qui font extrêmement mal, et on les met chez les jeunes, en fait, dans le dos, dans un endroit où ils ne peuvent pas les prendre. Et elles vont piquer et ça fait extrêmement mal, et c'est un rituel pour montrer qu'on devient un homme. On les retrouve aussi dans le cinéma, donc il y a des films qui sont sur les fourmis, mais aussi dans des films de Buñuel. C'est souvent un organisme qui est employé pour illustrer les choses. On les retrouve aussi dans pas mal de livres, des peintures. On a vu les peintures de Dali. Chez Dali, il y a aussi souvent des fourmis. Et donc, c'est un groupe des fourmis qui est un insecte social. Il y a 4 groupes d'insectes sociaux principaux. Ce sont les termites, les abeilles, les guêpes et les fourmis. Et en fait, la particularité de tous ces organismes, comme Tatiana a montré, c'est qu'on a une reine qui se reproduit et les ouvrières qui ne se reproduisent pas, ce qui est l'exemple ultime de l'altruisme. Elle nous a très bien expliqué comment ça pouvait évoluer, alors que ce n'est pas très intuitif. Et en fait, les fourmis, elles ont un cycle qu'on connaît.
Au printemps, fin du printemps, début de l'été, on a les fourmis ailées. Ce n'est pas une espèce particulière, en fait. Toutes les fourmis vont produire des mâles et des reines qui vont s'envoler, s'accoupler, d'où peut-être l'expression s'envoyer en l'air. Ça, je ne suis pas sûr si ça vient de là. Parce que l'humain, il fait combien de fois l'amour dans sa vie? Hein? L'humain? L'humain, il fait combien de fois? Ouais, à peu près. Allez-y, là. 30 fois? Ok. 30 fois, donc ça, c'est les Français moyens. En Suisse, enfin, dans sa vie, enfin, un peu plus. Non, mais c'est stressant à Paris. Je sais que ça diminue la libido. Mais en Suisse, on fait un peu plus que 30 fois. Je pense que c'est plusieurs milliers de fois, à peu près. Puis combien de bébés avec tout ça? 2, voilà. Puis les fourmis, elles font combien de fois l'amour? 1 fois, 2 fois, et combien de bébés? Des fois plusieurs millions. Donc là, la copulation, c'est beaucoup plus intense que chez l'humain, et c'est de là que vient cette expression s'envoyer en l'air. Donc la fourmi, une fois qu'elle a fait ça, la reine, elle va tomber au sol, elle va s'arracher les ailes, creuser un trou, pondre des œufs, puis elle va élever les bébés avec des réserves qu'elle a accumulées avant le vol nuptial. Et donc elle va nourrir ses bébés que de ses propres réserves. Donc les premières ouvrières sont plus petites. Et puis le mâle, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va mourir. Le même jour de l'accouchement, il va mourir. Mais la reine, elle peut vivre jusqu'à 30 ans chez certaines espèces. Donc elle stocke le spermatozoïde. Elle va utiliser des spermes du mâle qui est mort il y a 30 ans. Et donc, on peut se demander, les fourmis, elles sont partout, elles ont une énorme biomasse. Pourquoi est-ce qu'elles ont eu un énorme succès? Bien, c'est parce qu'elles ont une structure sociale complexe et qu'elles sont très bien organisées. Et ça leur permet de modifier leur environnement. Donc ici, on voit à gauche un nid, pour vous donner la taille, par exemple, d'idée de la taille que ça peut se construire. Mais les nids de fourmis, en fait, c'est surtout dans le sol que ça se passe. Et à droite, on voit un autre nid. En fait, en surface, on verrait un petit monticule comme ça, mais ça peut aller à 2 mètres sous le sol avec plein de galeries. Donc, en fait, les fourmis, elles vivent surtout, c'est des troglodytes, elles vivent surtout dans le sol. Et donc, elles vont aussi construire partout. Il y en a qui vivent dans les arbres, par exemple, cette espèce, qui va faire un nid avec des feuilles. Elles vont les prendre et elles vont les tirer, les plier. Donc, elles travaillent de manière très coordonnée pour faire ça. Et ensuite, pour fixer les feuilles, les différentes parties l'une à l'autre, elles vont employer les larves qui produisent en fait de la soie, comme le ver à soie. Beaucoup d'insectes font ça pour faire les cocons. Et elles emploient donc les bébés pour fixer les parties de feuilles entre elles. Donc les bébés aussi participent au travail communal. Et les structures qu'elles peuvent faire peuvent être gigantesques. Et ça, c'est juste pour vous donner une idée. On a coulé en fait une sorte de ciment dans le nid d'une fourmi champignoniste. Et ça vous donne une idée en fait de la taille de cette colonie. Elles peuvent transporter ainsi plusieurs tonnes de terre pour creuser à l'intérieur les différentes loges dans lesquelles elles vont vivre. Et ces fourmis champignonistes sont intéressantes parce qu'en fait, elles se nourrissent d'un champignon qu'elles vont élever sur des feuilles qu'elles vont récolter. Les ouvrières sortent du nid, récoltent ces feuilles. On les appelle des fois fourmis parasols aussi parce qu'elles ont les feuilles sur la tête. Et elles vont ensuite ramener ces feuilles dans le nid et elles vont élever un champignon qui va donner presque l'entier de la nourriture dans la colonie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce champignon, on ne le retrouve plus sans les fourmis. Il a besoin des fourmis pour survivre, mais dans l'autre sens, les fourmis ont aussi besoin de ce champignon pour se nourrir. Donc en fait, elles ont inventé l'agriculture. Elles ont aussi inventé l'élevage. Elles le font beaucoup avec les pucerons, par exemple. On voit souvent sur les rosiers ou les plantes, souvent des fourmis qui vont vers les pucerons. Et en fait, ces fourmis vont chercher le miella. Le miella, c'est le mot joli pour dire ce qui sort de la partie postérieure du puceron. Et en fait, c'est un matériel assez riche parce que les pucerons doivent manger énormément de sève des arbres pour obtenir les acides aminés dont ils ont besoin. Donc, ils excrètent énormément de résidus. Et les fourmis vont manger ça, et ça leur donne, pour les fourmis, c'est une grande source de nourriture pour beaucoup d'espèces de fourmis. Et c'est aussi important pour ces pucerons, parce que s'il n'y avait pas les fourmis qui viendraient, ils mourraient dans leur miella, dans leur caca, si on veut dire. Et donc, c'est à nouveau un mutualisme très, très important. Et en fait, comme nous, on fait avec le bétail, elles transportent aussi les pucerons d'un arbre à l'autre.
Puis des fois, quand il y a trop de pucerons, elles les mangent, comme nous on fait avec les vaches aussi. On ne prend pas que le lait, on les mange aussi. Et la chose qui est aussi importante, c'est la division du travail. Les individus peuvent être extrêmement spécialisés et parfois on peut avoir même des adaptations morphologiques dans certaines espèces. Mais ici, on voit des individus qui vont stocker du miela, en fait, du matériel qu'ils ont récolté, de l'eau, du sucre. C'est des espèces qui vivent, qu'on appelle fourmis pot de miel. Et en fait, elles vont stocker ce liquide pour la période sèche. Elles vivent dans des déserts. Et il y a plusieurs mois, il n'y a rien à boire, à manger. Et ce sont des individus qui vont se fixer au plafond ou sur le bord du nid, qui vont ensuite régurgiter la nourriture. On voit en bas un individu comme ça. Et quand elles sont pleines, elles ne peuvent plus marcher parce que les pattes ne touchent plus le sol. Et en bas à droite, on voit un enfant. En fait, les enfants adoraient creuser dans ces fourmilières pour manger en fait, ces fourmis de pot de miel parce que c'est très bon. Alors maintenant, ça se fait beaucoup moins parce que c'est plus simple d'aller au magasin à côté et d'acheter un bonbon, mais c'est un peu l'équivalent. Et parfois, cette division du travail peut être associée avec des différences morphologiques, avec des individus qui sont adaptés. À gauche, on voit différents individus d'une espèce, 3 sortes d'ouvrières. Le mâle, qui est celui qui a les ailes, et puis en bas, la reine qui a perdu ses ailes après le vol nuptial. Donc on voit une espèce qui peut produire des phénotypes extrêmement différents. Et à droite, on voit 2 ouvrières. Il y en a une qui est sur la tête de sa sœur, en fait. Et donc, ce sont 2 sœurs, en fait. Et on voit qu'elles sont extrêmement différentes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces différences, chez beaucoup d'espèces, en fait, c'est environnemental. Donc, un œuf, s'il est fécondé, peut se développer soit en une reine, ici, qu'on voit ici, ou si, selon l'environnement, ou en une ouvrière. Et ça va dépendre que de l'environnement, du type de nourriture, de phéromones, qui fait qu'un individu se développe soit la reine ou l'ouvrière. Au milieu, on a les mâles. Les mâles, c'est un peu différent parce que, comme Tatiana l'a expliqué, c'est en fait des individus issus qui sont haploïdes. Donc, c'est une ovule non fécondée, en fait, un mâle. C'est une demi-portion, comme on sait tous, en fait. C'est pour ça qu'ils ont que la moitié du génome, parce qu'ils ont que une partie, c'est l'ovule, mais il n'y a pas de sperme dedans. Et donc, ce truc avorté va donner un mâle chez les fourmis. Et donc, ici, ces différences, il y a quelques espèces, on a trouvé où ça peut être génétique, en fait, le destin de la caste, mais essentiellement, c'est non génétique, c'est purement environnemental. Et ça permet beaucoup d'adaptation. Par exemple, chez des phéidoles, qui sont des fourmis qu'on trouve ici dans le sud de la France, on a ces soldats, et ces soldats sont importants pour défendre la colonie. Et ici, on voit un combat entre des individus de 2 colonies. Donc ici, on a le soldat d'une autre colonie, ils sont attaqués par ces individus. Et on voit là, elle travaille pour fixer le soldat, donc elle tire la patte, elle se tient. Donc le soldat ne peut plus bouger. Puis celui-là va venir ici, et ce qui s'approchait en fait de la tête de l'individu, et ce qui devait arriver va arriver, c'est qu'après un moment, il va être décapité, coupé en morceaux, et souvent c'est létal en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait une étude à l'époque pour essayer de voir si les fourmis pouvaient adapter l'investissement dans les soldats en fonction du risque de compétition. Donc on a fait une expérience toute simple, en fait, on avait enlevé tous les soldats d'une colonie. Après, on a fait une petite expérience où les individus pouvaient aller chercher de la nourriture dehors. Et puis, il y avait 2 conditions. Quand ils allaient chercher la nourriture, ils ne percevaient pas d'autres colonies. Puis, dans les autres expériences, ils pouvaient percevoir une autre colonie à travers, en fait, un wire mesh, un petit filet, par exemple, et très fin. Donc, ils pouvaient toucher les autres individus, mais ils ne pouvaient pas se battre. On avait 2 sortes de colonies en fait, qui étaient identiques, soit c'était du plastique ou du treillis. C'était un treillis et elles pouvaient percevoir à travers le treillis la présence d'autres colonies. On a regardé si elles changeaient l'investissement dans la production de soldats. Donc ici, on a enlevé tous les soldats et après un moment, elles ont commencé à reproduire des soldats. Et quand elles pouvaient percevoir la compétition à travers le treillis, elles ont produit plus de soldats que dans les colonies en fait, où il y avait du plastique. Ce qui montre qu'en fait, elles peuvent percevoir le risque de danger, de compétition, et adapter l'investissement dans la production de ces soldats. Les fourmis peuvent être aussi d'excellents individus pour se défendre. Un exemple, c'est les fourmis légionnaires, dont on voit ici les mandibules. C'est des individus qui sont, si elles vous attaquent, elles sont extrêmement agressives.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est que d'habitude, les insectes, ils ont des muscles qui ferment les mandibules. Et là, c'est le contraire. En fait, les muscles ouvrent les mandibules et puis elles ont un ressort qui les ferme, ce qui leur donne énormément de puissance. En fait, c'était même utilisé en Afrique à l'époque, quand les gens ils avaient une plaie, comme ça, on prenait ces fourmis, on les mettait là, on les décapitait, les mandibules se refermaient, donc c'était un peu des points de suture, en fait. Et ça marchait assez bien, peut-être pas aussi bien que ce qu'on fait actuellement, mais c'était un moyen de fermer les plaies à l'époque. Et c'est vraiment des fourmis qui sont impressionnantes. Ici, on peut voir un nid. Donc, elles ne construisent rien du tout. La reine est là au milieu, mais personne n'oserait jamais attaquer ça. Je vous assure, quand elles ont des pistes, elles vont chercher de la nourriture. Si vous les traversez, elles rentrent comme ça. Tous, vous allez enlever le pantalon. Hein. Il peut y avoir n'importe qui, parce que si elles vous attaquent, ça fait extrêmement mal, donc on perd toute dignité. Alors, les fourmis, donc, elles vivent en groupe, en fait. Elles vivent en groupe, c'est très bien, mais il y a aussi un problème, en fait. C'est que, par exemple, si moi, je suis malade, je pense, peut-être avec le masque, vous avez un petit risque de vous en sortir. Mais voilà, c'est une très bonne propagation comme ça. D'être tous ensemble, c'est une très bonne propagation. Donc les fourmis, elles vivent ça, en fait. Elles vivent aussi en groupe très compact. Si une est malade, eh bien, il y a beaucoup de chances qu'elle va transmettre un virus, un parasite à d'autres individus. Mais en fait, elles ont toute une batterie de glandes, en fait, qui leur permettent de produire des produits qui sont plus ou moins antibiotiques. Et elles ont même, certaines, comme les fourmis champignonistes, un organe particulier qu'on voit ici. Et en fait, ce qui est blanc ici, c'est des bactéries. Et souvent, c'est surtout les bactéries et les champignons qui produisent les antibiotiques. Donc ici, elles ont un organe spécial pour avoir des bactéries qui vont produire différents types d'antibiotiques, ce qui leur permet de lutter contre les parasites dans leur colonie. Et puis, elles peuvent aussi faire différentes choses. Et là, je vais vous montrer juste le travail d'un de mes anciens étudiants, Eric Frank, qui travaille sur des fourmis légionnaires qui sortent le matin, qui vont attaquer des nids de termites. Ici, on voit un termite, donc elles les attaquent. Mais des fois, les termites parviennent bien à se défendre aussi, donc souvent, elles blessent les individus. Et, ça marche. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que souvent, si on regarde ces fourmis qui sortent, il y en a 20% à qui il manque une patte, ou deux pattes des fois, parce qu'elles ont eu des attaques précédentes avec les termites. Et ici, on a un individu qui est blessé. Et ce qu'Eric a montré, c'est que quand elles sont blessées, elles vont produire une phéromone, une substance chimique qui va dire aux autres « je suis blessé ». Puis les autres viennent, et si elle est blessée, ils vont la ramener à l'intérieur du nid. Si elle est trop blessée, en fait, s'il lui manque 3 pattes, elle ne signale rien du tout parce qu'elle est altruiste. Parce que ça ne sert à rien de ramener un individu à qui il manque 3 pattes, il ne pourra plus rien faire. Mais s'il lui manque une patte, elle dit « je suis blessée » et elle va la ramener. Et après, ce qu'on a observé, ce qui est assez marrant, c'est que quand elle est blessée, ici on voit la patte, ici elle est blessée, et il y a d'autres ouvrières qui viennent en fait s'occuper de la plaie, en fait. Et on a montré que si personne ne venait s'occuper de la plaie, il y avait 90% de mortalité après. Et puis, si d'autres ouvrières pouvaient venir s'occuper de la plaie, il n'y avait plus que 10% de mortalité. Et en fait, non seulement elles nettoient, mais on a pu montrer qu'elles ont une glande spéciale, ça s'appelle la glande métapleurale. Elles prennent ces produits, elles mettent sur la plaie, et ça désinfecte en fait la plaie. Et on a pris ce produit, on a pu montrer qu'il y a différents types de produits dans cette glande métapleurale qui empêchent le développement de bactéries. Et c'est des pseudomonas, et c'est assez intéressant parce que pseudomonas, c'est aussi une espèce qui est très mauvaise pour les humains. Et on va essayer d'identifier maintenant ces produits, parce qu'il y a pas mal de résistance aux antibiotiques actuels des pseudomonas. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Ici, on voit qu'elles peuvent passer 1 à 2 heures à nettoyer ces plaies. Et puis, nous, on a aussi à s'intéresser à voir est-ce qu'elles ont des comportements qui permettent de diminuer la transmission des parasites. Et ça, pour ça, il faudrait faire des reconnaissances individuelles dans la colonie, ce qui n'est pas facile parce que les fourmis, elles se ressemblent toutes un peu. Donc ce serait bien, c'est d'avoir moyen de les reconnaître individuellement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un système, en fait, de reconnaissance. Ici, on voit une de nos colonies au laboratoire. En fait, c'est les mêmes cages où on a les souris. Au lieu d'en avoir 3 ou 4, nous, on peut avoir 5000 fourmis dedans. Dedans, on a des petites boîtes plastiques avec du plâtre de Paris. Donc, ça reste humide. Ici, on voit les ouvrières ici qui portent les cocons, les bébés. Et donc, elles les mettent à l'intérieur, à l'endroit le plus du nid. Puis, d'habitude, on recouvre de quelque chose d'obscur, comme ça, elles sont contentes.
Et ce qu'on s'était dit, ce serait bien, si on veut étudier les fourmis de manière quantitative, il faudrait qu'on puisse les reconnaître individuellement. Donc l'idée qu'on a eue, c'était de développer des codes barres qui sont des codes uniques. Et l'idée, c'était de coller ces codes barres sur la fourmi. Alors, il faut un petit peu de pratique ici. Alors ça, c'est de la pâte à modeler. On les met d'abord... On peut les mettre au froid aussi avec la pâte à modeler. Ça les calme un peu. Puis après, on met le code barre. Et puis après, on peut prendre la photo, on a le code barre. Et l'idée, c'était de prendre ensuite 3 ou 4 photos par seconde avec une caméra, ce qui nous permet d'avoir la position et l'orientation exacte de chaque individu dans la société. Et maintenant, on peut prendre jusqu'à 10, on a un nouveau système, maintenant on peut prendre jusqu'à 10 photos par seconde. Et donc, ça nous permet de suivre très en détail le comportement de chaque individu dans la colonie. Là, on vient de faire une expérience, par exemple, on les a suivis pendant 3 mois. Donc, on sait pendant 3 mois exactement ce que fait chaque individu au sein de la colonie, comment elles se déplacent, avec qui elles interagissent, parce qu'on peut déterminer en fonction de leur position. Par exemple, si elles se touchent les antennes plus de 3 secondes, qu'elles sont dans une position comme ça, on peut dire qu'elles ont interagi. C'est avec les codes barres, comme on a pris une photo, on connaît exactement l'orientation de l'individu et on peut savoir avec qui ils peuvent interagir. Ici, par exemple, on peut marquer, quand il y a les petites lignes jaunes, ici, je ne sais pas si on les voit, c'est que 2 individus qui interagissent. Ensuite, on a un marqueur en bleu, on peut regarder avec qui il interagit, puis comment l'information se propage à l'intérieur de la société. Donc ça nous permet vraiment de reconstruire les networks d'interaction, un peu le Facebook des fourmis. Mais nous, on a déjà beaucoup d'informations sur vous tous. Hein. Mais des fois, on a des moments où on ne sait pas ce que vous faites, hein, malgré votre Natel qui est connecté, tout ça. C'est que nous, avec les fourmis, on peut savoir chaque individu ce qu'il fait à tout moment. Donc on a un Facebook bien meilleur que pour les humains. Mais c'est déjà pas mal, on s'améliore aussi pour les humains. Et donc ça nous a permis d'étudier en détail les interactions. Et ce qu'on a vu, c'est que dans la colonie, donc ici c'est 5 colonies, c'est le network des interactions, on a 3 groupes principaux en fait. Et les 3 groupes, c'est ici, ça c'est la reine qui est marquée avec le point rose ici. Ensuite, on a les individus bleus qui interagissent beaucoup avec la reine. Et en fait, c'est les nurses, c'est celles qui s'occupent des bébés et de la reine. Ensuite, on a un autre groupe, c'est les fourrageuses, ici en rouge. Et ça, c'est assez éloigné, en fait, ce groupe. Puis on a un groupe intermédiaire, c'est les vertes, qui font, en fait, le lien entre ces différents individus. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un jour à l'autre, on voit que les individus, celle qui est nurse, elle reste nurse. Là, celle qui fait du foraging, de fourragement, elle continue à faire du fourragement. Et si on regarde la localisation de ces individus, donc on regarde le network des interactions seulement, puis après on regarde où ils sont dans le nid, et on voit que spatialement, ils sont distribués à des endroits très différents. Ici, c'est l'entrée du nid. Là, ça c'est 3 fois le nid vu de différentes choses. Ici, on a les bébés. Là, il y a les déchets. Et puis là, il y a l'entrée du nid. Et les fourrageuses, on voit, elles sont proches de l'entrée du nid, puis elles restent presque toujours là. Elles ne vont pas beaucoup dans le reste du nid. Elles ne vont jamais vers les bébés. Et puis les fourrageuses, les nurses, elles, c'est le contraire. Elles restent près des bébés, mais elles ne vont jamais vers l'entrée du nid. On voit qu'il n'y a presque pas de recoupement entre ces 2 types d'individus. Puis ceux-là, ils sont un peu intermédiaires. Alors ça, c'est pas mal comme stratégie. Pourquoi ? Hein ? Oui, elles peuvent passer d'un groupe à l'autre. Alors, ça dépend de l'âge, en fait. Quand elles sont jeunes, elles commencent ici. Après un moment, elles vont passer là, et puis après, elles vont faire ça. Mais d'avoir ces 3 groupes spatialement divisés, quel est un grand avantage ? Hein ? Protection ? Hein ? Contre ? Ouais. C'est-à-dire les parasites de la colonie, c'est assez safe. Hein? C'est comme si on est à la maison tranquillement, que tout est fermé, on ne va pas avoir de parasites. Quand est-ce que les parasites vont venir ? Les bactéries, c'est si on sort, on va chercher la nourriture, on va au magasin, on prend le bus, etc. Chez les fourmis, c'est la même chose. Les individus qui vont rencontrer les parasites, c'est ceux qui sortent ici. Et puis ça, c'est dangereux. Et en fait, les individus les plus importants de la colonie, c'est les bébés, c'est la reine. Et en fait, celles-là ne vont jamais s'occuper de ça. Et en fait, il y a une transition en fait, qui se fait entre ces différents types d'individus. Et en fait, on a étudié, je vais juste montrer, on a fait une étude voir en fait, donc ce network en fait, qui est déjà spatialement
une ségrégation entre les différents groupes, c'est de voir si elle pouvait modifier ça s'il y avait des risques d'infection. Et on a fait une expérience, donc c'est Nathalie Streumetz qui a surtout fait ça, une ancienne postdoc, et elle a employé un champignon, on voit ici qu'il se développe, qui est un champignon qu'on trouve sur beaucoup d'insectes, mais qui tue beaucoup d'insectes en fait. Et donc elle a fait une infection en fait d'individus, une fourrageuse, et puis après on regardait le network d'interaction s'il était modifié en fait par cette infection. Et alors ici donc on a filmé les fourmis, celles qui étaient infectées, on a regardé avec qui elles interagissaient, et on peut voir ensuite. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je crois que ça ne marche pas. Oui. Alors on peut voir le network des interactions et puis une fourmi infectée avec qui elle interagit et comment ça se passe. Et donc on a fait ça, en fait, on a pris un individu au hasard qui était dehors et soit on l'infectait, puis on avait d'autres colonies où il n'y avait pas d'infection, puis on regardait si le réseau d'interaction était influencé ou non par la présence de ce parasite. Et on a montré que la présence du parasite influençait beaucoup de choses. D'une part, les individus infectés avaient tendance à se mettre un petit peu en dehors, s'ils sont même très infectés, même à sortir du nid, en fait, pour ne pas infecter les autres. Et puis, les autres peuvent détecter en fait, ces champignons. Ils sont en fait des spores, ils les enlèvent, ils essaient de nettoyer. Mais dans tous les cas, en fait, il y avait une augmentation en fait, des différences dans les répartitions spatiales des individus. Et on a pu calculer exactement quel était l'effet de cela sur la probabilité que les individus aient une dose létale de champignons. Et on a montré que ça diminuait en fait, le nombre d'individus par cette ségrégation spéciale. Et ça, c'était surtout le cas pour les individus, pour la reine, et les individus en fait, qui sont proches des bébés. C'est-à-dire qu'eux, ils interagissaient beaucoup moins en fait, avec les individus infectés, ce qui diminuait en fait, la probabilité d'être tués par des parasites. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a montré. Et maintenant, pour terminer, en fait, voilà, j'ai regardé un peu parler des insectes sociaux, mais on a vu que l'autre organisme très social, c'était l'humain, en fait, qui a atteint la même biomasse que les fourmis. On peut se demander s'il y a des similarités ou pas entre les fourmis et les humains. Eh bien oui, parce que nous, en fait, ce qui fait le succès écologique des fourmis, c'est leur capacité de coopérer, de travailler ensemble, de modifier leur environnement. Et l'humain, c'est un peu la même chose. En fait, à l'époque, on vivait plus un peu dehors, ensuite dans les cavernes, et après, on est capable maintenant d'avoir plus ou moins chaud, alors qu'il peut faire froid dehors. Et si on regarde en fait les constructions que font les humains, c'est un peu à l'échelle de ce qui se passe chez les fourmis. Une ville comme New York est assez similaire de ce nid de fourmis champignonistes. Chez les fourmis champignonistes, il peut y avoir jusqu'à 1 million d'individus. Il y a un petit peu plus à New York, mais c'est très similaire. On a vu que certaines fourmis se nourrissaient par l'agriculture. Chez l'humain aussi, l'agriculture est importante. Et en fait, tout ce qu'on mange, et ça, Tatiana en avoir parlé, c'est la sélection qu'on a fait des plantes domestiquées. Tout ce qu'on mange maintenant, c'est des plantes domestiquées, en fait. Comme le champignon qui sort tout dessus avec cette fourmi, nous, tout ce qu'on mange, c'est comme ça. Vous avez mangé quoi ce matin? Qu'est-ce que vous auriez pu manger? Café. Alors, le café, c'est un peu... Ça va encore. Ça a été un peu sélectionné, mais ça reste encore naturel. Ça, c'est assez naturel. Mais à midi, qu'est-ce que vous allez manger? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Qui c'est qui va manger à midi? Qui c'est qui va manger? Qui c'est qui se souvient de ce qu'il a mangé hier à midi? Tatiana, tu te souviens de ce qu'il a mangé hier à midi? Un sandwich. Voilà, donc il y a du blé, En fait, dans un sandwich, 98% de ce qu'il y a dedans, à moins qu'il y ait du poisson, c'est toutes des espèces qui ont été modifiées par l'humain, en fait. Tout ce qu'on mange, des espèces n'existaient pas il y a 10 000 ans, en fait. Et ça, c'était vraiment extrêmement changé. Et l'élevage, c'est la même chose. En fait, toutes les plantes, mais aussi tous les animaux qui mangent, ceux-là, ils ne pourraient pas vivre tout seuls. Si on ne s'occupait pas d'eux, ils seraient vite dévorés, en fait. Et puis, division du travail, qui est en fait à la base du succès des fourmis, c'est la même chose aussi. Au XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu une énorme augmentation de la division du travail. On est venu extrêmement spécialisé. Si je prends la Monatel, ce truc-là, combien de personnes ont participé à faire ça?
C'est probablement des centaines de milliers de personnes, en fait. Parce qu'il y a ceux qui vont extraire le churros, il y a je ne sais pas combien de pièces qui viennent du monde entier, il y a ceux qui ont transporté ça, il y a ceux qui ont fait des brevets, il y a ceux qui ont écrit la chose. Donc ici, c'est des millions de personnes qui ont participé à l'élaboration directement ou indirectement de ce Natel, en fait. Et donc, nous, on a une division du travail qui est gigantesque chez l'humain, en fait. Et beaucoup de gens ne savent rien faire. Personne ne saurait construire un truc comme ça, en fait, personnellement. Ce n'est pas possible. Chacun peut faire un petit bout de ça, mais c'est très limité. Nous aussi, on a les soldats, en fait. On défend aussi nos sociétés. Et parfois, même en Suisse, on a aussi des armes extrêmement sophistiquées en Suisse. Donc c'est pour ça que personne n'a jamais envahi la Suisse, parce qu'on est prêt pour tout. Mais il y a une différence entre l'humain et les fourmis, c'est que les fourmis, quand il y a moins de risques de compétition, elles diminuent un peu l'investissement. Chez l'humain, ils ont de la peine un peu à diminuer l'investissement dans l'armée, même si les risques sont faibles. Bien que maintenant avec l'Ukraine, c'est bon, peut-être on ne sait pas. Bon, voilà, les fourmis, on a dit que c'était social, beaucoup de risques de maladie. Chez l'humain aussi, en fait. Et on investit énormément d'argent aussi dans la médecine. On paye de plus en plus pour les assurances. Ça coûte 3 fois. Bon, en France, on ne sait pas si ça coûte parce que personne n'y paye. Mais dans les autres pays comme en Suisse, nous, on paye. Et chaque année, on paye 3%. Les assurances augmentent de 3% ou 4%, en fait. Mais ça, c'est la réalité partout. C'est plus ou moins caché selon les systèmes, mais la santé coûte beaucoup plus cher parce qu'on investit de plus en plus là-dedans. On avait vu que les fourmis, elles peuvent aussi modifier leur comportement en fonction des risques d'être attaquées. Et chez les humains, ce n'est pas très, très différent, en fait. On vient d'apprendre, ça nous a pris un petit peu de temps, mais ce qu'on fait, c'est exactement ce que font les humains. On a tous notre masque maintenant, on se met un petit peu à distance, etc. Ça nous a pris un peu de temps de mettre ça en place, en fait. Les premières fois, quand on vous a dit « il faut parler à 2 mètres », il faut mettre le masque, les gens disent « non, etc. » Mais maintenant, tout le monde l'a fait. En 2 ans, on a appris à faire ça. On a un petit peu marre, des fois, ça peut... Mais voilà, ça fait... les humains ont appris à faire ça aussi en 2 ans. Est-ce qu'il y a des autres similarités? Oui, il y a un ou deux petits trucs qui sont assez marrants. La longévité. Ici, il y a 2 espèces, une rouge et une bleue. Donc ici, c'est la longévité des organismes sur l'axe de gauche. Bon, c'est logarithmique, mais ce n'est pas très important. Et puis, l'autre, c'est la taille. En gros, ici, c'est une montre, c'est que plus un organisme est gros, en général, plus il vit longtemps. Donc, il y a une forte corrélation. Un éléphant vit plus longtemps qu'une souris, en gros. Et ça, c'est pour des mammifères, ici. C'est la longévité c'était beaucoup d'espèces de mammifères. Et on voit que les gros, ils vivent plus longtemps que les petits. Mais il y en a qui vivent assez longtemps. C'est lequel, le bleu et le rouge? Que des mammifères. Qui a dit l'homme? Quelqu'un a dit un homme? Le bleu, c'est l'homme. Puis le rouge? Non, mammifère? Si on dit fourmi et rat, on peut presque trouver. C'est un rat qui est social. Oui, exactement. En fait, les 2 espèces qui vivent longtemps, c'est les espèces qui sont sociales. Et ça, on peut expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, un organisme, en fait, la durée de vie, pour vivre plus longtemps, il faut qu'on mette de l'énergie pour réparer les choses. Un organisme qui est comme une souris, ça ne vaut pas la peine de mettre trop d'énergie pour tout réparer parce qu'elle va être tuée par un chat ou un prédateur. Et donc, c'est un compromis. Tatiana a parlé des compromis. Ici, c'est un compromis entre l'énergie qu'on met pour vivre longtemps et l'énergie qu'on a autrement pour mettre de la reproduction. Donc, ça a beaucoup de chances d'être tué par un parasite ou un prédateur. Il ne faut pas mettre trop d'énergie pour vivre longtemps. Il faut mettre une reproduction rapide. C'est ce que font les souris, les petits organismes. Et ça explique cette corrélation entre la taille et la longévité. Mais le fait d'être social, en fait, c'est aussi un bon moyen de se défendre, en fait, le fait d'être social. Et chez l'humain aussi, c'est sûrement ce qui est apparu, de vivre en groupe. On a beaucoup moins de chances, si on est 20, de se faire attaquer par un lion dehors que si on est tout seul. Et le fait d'être social a amené une augmentation de la longévité pour ces 2 organismes. Là, ils peuvent vivre jusqu'à 15-20 ans, ce qui est énorme pour un organisme, pour un petit mammifère de cette taille. Et chez les fourmis, c'est aussi intéressant parce que si on regarde ici, ça, c'est les différents types d'insectes. C'est les familles d'insectes, ça, c'est les libellules, les papillons, les mouches.
En voit, il y en a 3 qui peuvent vivre longtemps, qui vivent longtemps. Souvent, les insectes, ça ne vit pas longtemps. Ils naissent, une drosophile, ça vit 3-4 semaines, et puis ils meurent. Il y en a 1 ou 2, comme les coléoptères, qui peuvent vivre 1 année ou 2, mais généralement, ça ne vit pas longtemps. Mais il y a 3 qui peuvent vivre longtemps, c'est les termites, c'est ceux-là, il y a les fourmis, et puis les abeilles. Ça, c'est la durée de vie des reines, et c'est très longtemps. Et en fait, on a pu montrer que l'évolution de la socialité était accompagnée d'une augmentation de la longévité de 100 fois, ce qui est énorme, en fait. Et donc, comme je mentionnais, il y a certaines reines de fourmis qui peuvent vivre jusqu'à 30 ans. Ça, c'est gigantesque, en fait. Et donc, 100 fois, c'est comme si on trouvait un primate, un singe, qui vit 4000 ans. Ça veut dire ça, en fait, parce que comparer 100 fois par rapport à... C'est une augmentation de 100 fois de la longévité. Et donc, ça, c'est l'évolution sociale qui a permis ça. Et puis après... Alors, il y a beaucoup de similarités entre les fourmis et les humains, mais il y a une différence notable. Alors, ils sont plus petits, ils ont plus de pattes, etc. Mais il y a un autre truc qui est notable et qui est important si on pense à l'évolution. Il y a les outils, ouais. Plein de trucs, mais les outils, c'est aussi un peu récent chez l'humain. Ouais, non, mais il y a plein de choses. Mais la chose la plus fondamentale, c'est l'échelle de temps. Les fourmis, ça fait 100 millions d'années qu'elles sont sur Terre, ça fait 80 millions d'années qu'elles font des grandes colonies. Et si on pense à l'humain, ça fait un petit moment... Hein, nous, si on pense à l'humain, c'est ça. Là, on parle pas en millions d'années, on ne parle pas en centaines de millions d'années, on parle en milliers d'années. L'humain, il y a 10 000 ans, c'était ça la population d'humains, quelques millions d'humains sur Terre. Il y avait Paris sur l'ensemble de la Terre, il y avait la moitié de Paris sur l'ensemble de la Terre. Donc ça fait 10 000 ans. C'est rien à 10 000 ans au terme d'évolution. Et l'humain, là, il est resté négligeable, mais d'un coup, ça a augmenté rapidement. Et en fait, ça a augmenté, il fallait plusieurs choses. Il a fallu l'évolution de l'agriculture, comme j'ai mentionné. Si on n'avait pas d'agriculture maintenant, on mourrait de faim. C'est parce qu'on a une agriculture efficace, dense, qu'on peut nourrir 8 milliards de personnes sur Terre. Si on n'avait pas ça, il n'y a pas de quoi nourrir 8 milliards de personnes. Il n'y a pas de quoi nourrir 1 milliard de personnes si on se nourrit normalement. Le bétail, c'est un petit peu moins important, mais ça aide. Ensuite, c'est aussi vraiment notre modification de l'environnement qui nous a permis de diminuer la mortalité. Le fait d'être tranquille à la maison est beaucoup plus sympathique le 4 janvier qu'à l'époque où on vivait dehors et dans les cavernes, en fait. Donc ça, on a modifié notre environnement qui fait qu'on a une vie beaucoup plus sympathique, une mortalité beaucoup plus faible. Ensuite, la division du travail était primordiale parce qu'on a augmenté cette productivité de manière gigantesque avec faire des choses extrêmement complexes que personne ne pourrait faire. Puis ça, c'est déjà bien avant le Natel où on a, par la division du travail, faire une voiture, c'est aussi des milliers de personnes qui font des différentes choses, qui amènent différents métaux, plastiques, etc. Et cette division du travail a augmenté énormément la productivité de notre société, qui nous a permis d'être beaucoup plus. Puis la dernière chose, c'est la médecine. Alors, il y a les antibiotiques, mais c'est surtout l'hygiène, en fait. L'hygiène était encore plus importante que les antibiotiques. C'est le jour où on a compris que si on buvait l'eau ou l'autre avait fait caca dans le pipi, ce n'était pas une bonne idée. C'est ce jour-là où, en fait, ça a permis de faire des grandes villes, en fait. Avant les grandes villes, c'était catastrophique, parce qu'à cause de l'hygiène, tout le monde affectait tout le monde, et puis il y avait une mortalité gigantesque. Donc ça, c'est les grands principes qui ont fait que l'humain, maintenant, on est 8 milliards sur Terre. Et ça, c'est les mêmes principes qui ont été importants pour les fourmis, en fait. Donc nous, on a suivi un peu les mêmes principes que les fourmis. La seule chose, c'est que nous, c'est maintenant que ça fait comme ça. Bon, là, ça va stagner. On ne sait pas très bien, ça pourrait aller... On ne sait pas à quelle vitesse ça va faire comme ça. Les fourmis, elles vont nous survivre, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas quand ce sera, en fait, la différente chose. Et donc, c'est les mêmes principes de coopération qui ont amené au succès ou au désastre écologique des humains, comme on ne savait pas comment on veut le voir, mais au fait qu'on a une énorme biomasse maintenant qui atteint celle des fourmis. Et sur ça, j'aimerais aussi remercier les gens qui travaillent avec moi, parce que ça a toujours été un grand plaisir, en fait, pour moi de travailler avec des très bons étudiants, comme j'ai eu Tatiana, puis de les voir se développer après, qu'ils deviennent meilleurs que nous, c'est toujours ça qui est merveilleux.
de voir ça, de voir le développement des gens. Donc je vous remercie pour votre attention.